tout le monde, le film Hold Up est le phénomène médiatique de ce deuxième confinement. Il existe déjà des critiques très structurées sur son contenu, vous pourrez les trouver dans les liens fournis sous cette vidéo. Laissez-moi être clair et un peu abrupt sur ma position. La thèse centrale du film, que j'ai regardé avant de faire cette vidéo, n'est pas nouvelle. L'idée d'un complot mondial de manipulation des masses par la téléphonie 5G et même d'extermination des peuples à travers l'utilisation des vaccins est un délire qui circule dans certains milieux depuis des années. Et depuis des années, les faits et les arguments sur lesquels ces scénarios s'appuient ont été démontés par le travail d'enquête de sceptiques, de scientifiques et de journalistes. C'est pourquoi je me permets de parler de délire. Ce film idéologique, qui n'est pas un documentaire, mais une profession de foi complotiste, sur quoi repose-t-il? Des témoignages de faux experts, ou de marginaux du monde scientifique, ou de personnes qui ont quitté la prudence de la démarche scientifique pour donner libre cours à leurs sentiments personnels, ou encore un explorateur et 2 taxis. Et parmi eux, on commence à en voir qui prennent leur distance car ils estiment que leurs propos ont été détournés. Cette histoire qu'on nous raconte est servie par des appels à l'émotion, éventuellement sincères, qui ne démontrent rien, par un montage dramatique et une musique hollywoodienne qui nous susurre ce qu'on est censé éprouver. Tout cela relève de la baliverne. Alors vous démontrer avec rigueur et méthode que ce que je viens de vous dire est vrai, me prendrait 6 ou 7 heures de vidéo. Ce qu'un film de 2h40 nous raconte, si c'est du mensonge et de la manipulation, il faut beaucoup plus de temps pour le déconstruire. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie de Brandolini. Il faudrait que je dispose de dizaines d'heures pour la recherche, l'écriture, le tournage, le montage, et il faudrait que vous ayez envie de m'écouter moi pendant 6 heures. Bon on va faire autre chose, donc on va oublier le débunkage, et on va essayer de voir ensemble pourquoi il est important de commencer par douter, plutôt fortement d'ailleurs, de ce film. Nous allons regarder les indices qui doivent inciter tout un chacun à vérifier avant de croire. Le film Hold Up est l'occasion d'un exercice d'esprit critique grandeur nature. Et nous devrions tous avoir envie de faire cet effort, quelle que soit notre opinion a priori sur la thèse défendue par le film. Parce que si ce qu'il dit est vrai, alors c'est très grave, et il faut 1. Être sûr que ce qu'il dit est vrai, et 2. Disposer des sources permettant de convaincre les autres. Mais si le film est faux, alors il faut le savoir aussi, il faut se rendre compte avant d'empoisonner tout le monde avec toujours plus de bullshit. On en a bien assez comme ça. À titre personnel, je suis très mécontent des restrictions imposées à tous, de l'impossibilité de se déplacer, de voir ses proches, de la fermeture des commerces, des librairies, des restaurants, du port du masque obligatoire, y compris dans la rue. En particulier pour les enfants à l'école, où il est choquant de se dire qu'un enfant grandisse en imaginant que c'est normal, que c'est comme ça qu'il faut vivre. À titre personnel, je suis très inquiet des conséquences sociales du confinement, l'isolement des gens, la fragilité que ça provoque, les violences au sein des foyers confinés, la ruine des entreprises, en particulier les plus petites. Tout ça aura un impact sur la société pendant des années, et des gens vont en mourir. Le côté négatif du confinement, il est réel. Il faut donc refuser le confinement si on n'a pas de bonnes raisons d'en attendre des bénéfices. Or, on a des données qui montrent que le confinement fonctionne. Il réduit la circulation du virus, il offre un répit aux services hospitaliers, il donne du temps à ceux qui travaillent activement à d'autres solutions et donc il sauve des vies. Mais il n'éradique pas la maladie. Et si tel est notre but, éradiquer la maladie, ce qu'on peut espérer de mieux, c'est de trouver ou bien un remède efficace, parce que tout ce qu'on a testé à ce jour a échoué, ou bien un vaccin. Évaluer le rapport entre les effets négatifs et les effets positifs des mesures à prendre, c'est une question de santé publique, et c'est compliqué. In fine, il faut prendre une décision publique, politique, qui doit être éclairée par les données de la science. Et les scientifiques compétents sur ces sujets s'expriment dans des revues scientifiques, dans des comités scientifiques,
Et certainement pas, et en tout cas pas en pleine crise, dans un film financé sur Ulule. Ceux qui ont vu Hold Up et qui sont convaincus par ce qui nous y est raconté ne sont pas des abrutis. Si vous pensez que ce film est une grosse fumisterie, vous n'aidez personne en insultant ceux qui y croient. Nonobstant, il faudrait que ceux qui y croient aient le courage d'agir en conséquence. Ce qu'on nous y raconte est trop grave pour se contenter de le partager sur un réseau en disant « Oh là là, c'est terrible !» avant de retourner jouer à Candy Crush. Votre rôle, et là je m'adresse à ceux qui sont convaincus par le film, votre rôle, c'est de vérifier tout, d'éliminer les arguments faibles ou douteux, de trouver des sources fiables, d'avoir un argumentaire solide qui puisse convaincre tout le monde. Parce que les sceptiques non plus ne sont pas des abrutis. Ceux qui détiennent la vérité, et c'est peut-être votre cas, ont intérêt à ce que cette vérité soit admise par tout le monde. Et ce qui est formidable, c'est que les autres ont intérêt à être convaincus par ceux qui détiennent la vérité, parce qu'ainsi nous pourrons hâter les solutions. C'est merveilleux, non ? Dans cette vidéo, j'apporte ma modeste contribution en m'intéressant aux raisons que l'on peut avoir de croire ce film, et puis surtout aux doutes qu'il peut susciter. Je pense qu'il faut commencer par se poser quelques questions. 1. Quel est le contexte dans lequel ce film apparaît ? 2. Qui sont les gens qui figurent dans ce film ? Pourquoi les croire ? 3. Qui sont les créateurs de ce film ? Quelle est leur méthode de travail ? Peut-on s'y fier ? Ces questions ne permettent pas de trancher, de savoir si le contenu est véridique ou farfelu. Mais pour se faire un avis définitif, je vous l'ai déjà dit, il vous faudra travailler un peu sur les sources que vous voulez croire. Commençons avec le contexte. Le contexte, c'est une deuxième vague et un deuxième confinement qui donne envie, et c'est bien normal, de croire à une parole libératrice qui aille contre les interdictions, les amendes, l'enfermement, une gestion autoritaire d'une épidémie qui, même si elle fait beaucoup de morts, est en grande partie invisible. Le plus dur se passe dans les services de réanimation où, vous comme moi, on ne mettra, il faut l'espérer, jamais les pieds. Le contexte, c'est une confusion totale dans les médias. Les médias mainstream ont été les complices de Hold Up, en starifiant les francs-tireurs, Raoult, Perron, Toubiana, Fouché, etc., qu'ils ont invités à répétition sans jamais mettre en face d'eux des contradicteurs compétents, ou rarement. Le contexte, c'est une gestion politique brouillonne, et une vraie faute des gouvernants. La communication autour des masques. Le gouvernement a été au mieux léger et inconséquent, au pire dans le mensonge. Et même bien intentionné, dans le sens où il visait à éviter la panique, le mensonge d'un gouvernement à son peuple en démocratie, ça ne se fait pas, en fait, mesdames et messieurs. Désolé de me montrer aussi virulent, mais la guerre c'est mal, et le mensonge c'est pas bien. Résultat, ce plantage complet sur les masques rend la parole politique suspecte et constitue un argument précieux pour tous les discours conspirationnistes. Et le film ne se prive pas d'insister lourdement là-dessus. Or, où est le mea culpa dont nous avons besoin pour retrouver un peu de confiance ? Le contexte, c'est un confinement insupportable après un déconfinement où on a laissé entendre que c'était fini, que la vie normale pouvait reprendre. L'été 2020, c'était la fête du slip. À cause de qui ? Bien notamment à cause de tous les Nostradamus qui disaient sur tous les plateaux qu'une seconde vague, c'était une fantaisie, de la science-fiction, à cause de ceux qui leur ont donné la parole, partout, à cause de ceux qui auraient pu les contredire et ne l'ont pas fait. La confusion actuelle qui rend ce film appétant, elle n'arrive pas de nulle part, il y a des responsabilités. Le contexte, c'est l'absence de culture scientifique dans les médias, en particulier dans les journalistes. C'est l'absence de culture du débat, c'est le désert de l'esprit critique partout où on en aurait besoin. Il existe, peut-être que vous le savez, des gens qui militent pour ça depuis des années, qui proposent des enseignements, des formations, des contenus. De vous à moi, ce qui se passe actuellement n'a rien qui puisse étonner un zététicien. Dans un tel contexte, le film est entendable, il est même attendu. Il donne l'illusion de dénoncer ce que les autres ne dénonceraient pas. Il donne l'impression d'être produit par des gens qui sont courageux, qui sont insoumis, par des héros, en somme, parce que c'est l'histoire de David contre Goliath. Et personnellement, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Goliath.
Je pense que les capitaines d'industrie qui gagnent des milliards en spéculant sur les découvertes de nouveaux médicaments sont plutôt des parasites. On n'a pas besoin d'eux pour que les chercheurs fassent bien leur travail et inventent des solutions à nos problèmes. Ça n'est pas une raison pour croire à une conspiration mondiale. Il faut prendre en compte ce contexte. Il permet de comprendre pourquoi des gens normaux, ni stupides ni fous, prêtent l'oreille à ce film. Et considérer ce contexte peut permettre à ceux qui croient ce film de se demander si son contenu offre réellement une explication factuelle, rigoureuse des faits, ou s'il se contente de jouer sur les cordes sensibles qui révoltent, indignent, exaspèrent le public et l'incitent à partager et à en redemander. Ça, c'était la première question, celle du contexte. Passons à la deuxième, qui nous parle ? Qui nous parle ? Avant de croire des discours engagés, forts, qui impliquent des crimes graves à grande échelle, des trahisons, des complots, on ferait bien de se demander si ceux qui nous révèlent tout ça sont dignes de confiance. S'ils sont connus pour leur honnêteté ou au contraire s'ils sont un petit peu louches. Les experts, entre guillemets, qui témoignent dans ce film ont nié les modèles scientifiques qui prédisaient une seconde vague. Et ce film, il sort quand ? En pleine seconde vague. Normalement, cela devrait entamer la crédibilité des intervenants de ce film, et du film lui-même. Seulement voilà, la seconde vague s'accompagne d'un reconfinement, et ça, c'est insupportable. Et ça donne envie de croire ceux qui nous disent que c'est inutile, qu'on devrait pouvoir s'en passer, qu'il n'y a pas vraiment de danger. En somme, la gestion politique de la seconde vague, mal foutue car parasitée notamment par les rassuristes, accouche d'un confinement, en partie à cause des rassuristes, et ce confinement profite aux rassuristes présents dans ce film. Ceci étant posé, passons ensemble en revue le pédigré de ceux dont la parole est censée nous éclairer. C'est dégueulasse, je dis c'est dégueulasse, mais je sais que j'aurai raison sur le long terme. Christian Perron, médecin, auteur d'études rétractées sur l'hydroxychloroquine, auteur d'un livre à succès en pleine pandémie, bravo docteur, promoteur de la maladie imaginaire dite du Lyme chronique, causée selon lui par des tiques issus d'expériences nazies. Il n'hésite pas à accuser les médecins français, je cite, de laisser crever leurs patients. Il est membre fondateur de Chronimed, un groupe de médecins ayant soigné les enfants autistes, avec par exemple un protocole hydroxychloroquine azithromycine. Ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. Et ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire quand même. De moins en moins. De moins en moins, si vous voulez. Luc Montagnier, prix Nobel, certes, mais aussi affabulateur, au moins un peu. On en parle dans cette vidéo tronche de fake sur le virus, le Nobel et le complot. Il est l'auteur, au sein du groupe Chronimed, d'essais cliniques sauvages à coups d'administration massive d'antibiotiques à des enfants autistes, se font de croyances en la mémoire de l'eau. On peut déplorer beaucoup de choses dans le cadre de la recherche française ou dans un cadre d'un pan de la recherche française. Xavier Azalbert, homme d'affaires douteux, qui a racheté le journal François, a viré tous les journalistes et l'a transformé en un blog putaclic très suivi depuis la pandémie. Il a bien réussi son coup parce que, notamment, il mène une campagne pro-chloroquine, pro-Raoult, acharnée et sans nuance, donnant souvent dans la fake news. J'ai découvert la valentonine, l'hormone du sommeil, la véritable hormone du sommeil, dans des conditions tout à fait particulières. Jean-Bernard Fourtillan, médecin illuminé, fanatiquement opposé à la vaccination qu'il appelle, je cite, un massacre imposé à tous les enfants nés en France depuis le 1er janvier 2018, il prétend que Dieu lui a révélé la formule d'un médicament sur lequel il a mené des essais cliniques illégaux dans une abbaye. On dirait une mauvaise fiction, mais c'est véridique. La dernière fois que des gens se sont fait accuser de complot, c'était en 1946. C'était au procès de Nuremberg. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente pour moi d'être traité de complotiste. Alexandra Henrion-Caude, généticienne, autrefois à l'INSERM, ultra-catholique, proche de l'extrême droite, anti-avortement, elle propage l'idée que le virus Covid-19 est artificiel, qu'il a été fabriqué par l'homme,
Or, on sait que c'est faux. Source. Elle a prononcé en 2018 une conférence TED où elle expose sa grande découverte, la notion d'amouron, qui serait à l'amour ce que les photons sont à la lumière. Elle y déclare, je cite, « Les amourons émettent des étincelles brillantes qui sont déversées comme une douche sur la fusion de nos génomes parentaux et qui nous font être et rester en vie. » L'INSERM se désolidarise de ses propos en décalage avec les données scientifiques. Source. Pour Axel Kahn, son ancien directeur de thèse, son comportement est, je cite, à la limite d'un engagement religieux et sectaire et l'emporte sur ce qu'est sa capacité réelle à faire de la recherche de qualité. Moi, je suis pour le rétablissement du latin de façon précoce, voilà, comme c'était avant, et certainement pas d'aller enseigner la masturbation infantile à 4 ans. Voilà. Ariane Biléran, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, militante anti-éducation sexuelle, qui dénonce un complot pédophile mondial, et dont les thèses sont relayées par les sites de réinformation de la fachosphère comme Riposte laïque ou Égalité et Réconciliation. Ces propos mélangent très souvent science et spiritualité. Il faudrait peut-être arrêter d'écouter les gens qui se trompent tout le temps. Cette théorie de la seconde vague, qui est une théorie fabulatrice, complètement folle, qui n'a jamais existé. Laurent Toubiana, invité récurrent des plateaux télé, où il n'a eu de cesse de minimiser l'épidémie et d'en annoncer la fin et l'impossibilité d'une seconde vague. Il n'est pas vraiment épidémiologiste, mais plutôt astrophysicien, mais il dirige, c'est vrai, un institut de recherche pour la valorisation des données de santé. Quand on regarde de plus près, on comprend que cet institut est en réalité une association de 1901 avec 2 employés. Et devant le succès phénoménal du documentaire Hold Up, oubliez tous les ringards qui critiquent là sans rien faire et qui attaquent les gens qui... Oubliez-les. Voilà un moyen assez spectaculaire pour faire comprendre aux astronautes que l'on ne peut pas les envoyer sur la Lune, mais qu'il faut faire croire que oui. Que notre satellite possède en son sein une civilisation bien plus avancée que la nôtre. Silvano Trotta, entrepreneur, youtubeur, star de la complosphère et des anti-vaccins, là c'est lui, il insiste sur plein de choses et notamment pour qu'on croie, comme lui, que la Lune est un satellite artificiel creux. Et là s'arrêtent ses compétences en matière de santé, voire ses compétences tout court. Monsieur Michel a récemment publié une vidéo où il affirme que quiconque utilise le terme complotiste a arrêté de réfléchir. Franchement, une personne qui utilise cette étiquette contre vous montre qu'à ce moment-là, et c'est malheureusement en général chronique, elle a perdu la capacité de penser et donc elle ne cherche pas un dialogue authentique, mais qu'elle cherche à... Jean-Dominique Michel, prétendu anthropologue de la santé, qui en réalité est un promoteur du chamanisme et de la chirurgie psychique à main nue. Je me suis occupé de décrire son cas dans une vidéo tranche de fake, celle-ci, dont je vous conseille le visionnage, le lien apparaît quelque part ici dans votre écran, allez-y. À la fin de l'année 2020, il n'y aura pas eu plus de morts au total que sur l'année 2017 où il y avait eu un pic infectieux en janvier. Violaine Guérin, endocrinologue et gynécologue, pro-hydroxychloroquine, elle est co-autrice d'un article de recherche complètement nul, plaidant pour une utilisation précoce du protocole de Didier Raoult dans la revue Asian Journal of Medicine and Health. Une revue prédatrice, c'est-à-dire un truc d'escroc, qui accepte n'importe quel papier pourvu qu'on paye. Ce que démontre un petit groupe de chercheurs qui ont publié le canular de la trottinette. On vous en parlait lors d'un tranche en live, le lien apparaît ici. Allez voir, c'est intéressant. On s'était intéressé à la méta-analyse sur la chloroquine. Donc éventuellement, si vous voulez faire un petit peu de révision là-dessus, la vidéo est là pour ça. Alors je sais que je suis une affreuse complotiste. Arrêtons de continuer à dire qu'il n'y a pas de traitement. Et j'aimerais terminer peut-être par un scoop, parce que ça vient de sortir. Le Center of Disease Control vient de faire des excuses aux Américains. Le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs. Il n'a jamais été prouvé... Martine Vonner, députée et psychiatre, est co-autrice de l'article dont j'ai parlé avec Violaine Guérin. Elle affirme à l'Assemblée nationale que le masque ne sert à rien, ce qui est faux. Source.
Elle crée l'association Bon Sens pour contester les politiques sanitaires, avec notamment d'autres intervenants du film, Sylvain Trotta, Xavier Azalbert, Christian Perron, Alexandra Orion-Caude, mais elle quitte cette association quelques semaines plus tard. Pourquoi ? On sait pas. Je suis profiler, chercheur en comportement des cybercriminels. C'est vrai que je suis connue pour la particularité de savoir faire des profils sur image, donc je montre la photo, je ne sais pas qui c'est. Je suis désolée, je m'instruis autrement que par les médias mainstream, donc peut-être qu'il est passé à la télé, tant pis pour lui. C'est une personne qui est extrêmement fausse, et ça se voit au niveau des commissaires de lèvres et au niveau de... Nadine Touzeau est présentée dans le film comme une profileuse, une profiler. Elle a été enseignante dans l'école un peu bizarre IHE Crime, une fausse école dont le directeur, Laurent Monté, a fini en prison. Et elle-même, Madame Touzeau, a été condamnée pour escroquerie parce qu'elle réclamait à une famille endeuillée la somme de 60 000 € pour enquêter sur le meurtre de leur fils, qui en réalité s'était suicidé. Une ordure, quoi. Je suis effaré de voir que les Français acceptent cet ordre de soumission généralisée qu'est de porter le masque, qui est une muselière. Moi, j'exerce sans masque. Je ne peux pas travailler avec un masque comme ça. Je veux que les patients voient ma bonne tête. Et moi, je leur demande d'enlever leur masque. Je vois des patients... Pascal Trotta, médecin, mais surtout praticien et prosélyte de pseudomédecine comme l'endobiothérapie, les ondes scalaires, l'homéopathie ou l'acupuncture auriculaire, pro-Raoult et peu respectueux du code de déontologie qui interdit le charlatanisme, il n'hésite pas à proposer une démarche de soins alternatifs aux personnes atteintes de cancer, afin de, je cite, diminuer l'agressivité et le nombre de vos cellules cancéreuses grâce à des thérapies naturelles, non intoxicantes et qui visent à renforcer vos défenses naturelles plutôt qu'à vous bombarder de rayons ou de poisons toxiques. Si jamais tu vois un seul patient guéri par la médecine classique, ça m'intéresse que demain matin je deviens allopathe. On ne peut pas soigner des maladies, parce que les maladies sont une pure invention de la médecine. Édouard Broussalian, homéopathe, défenseur fanatique de la pensée magique, avec Homéopathes sans frontières, il prétend soigner le choléra en Haïti avec de l'homéopathie. Il ne comprend rien, mais il rejette la méthode scientifique. On peut se rendre compte, au besoin dans cette vidéo, où il discute avec Monsieur Sam. Le lien sera dans la description. La haute autorité de santé, moi, ils sont fous. Ils sont fous ou irresponsables. L'obligation vaccinale qui est totalement criminelle, il faut utiliser les mots. L'autisme qui explose, et puis, il faut surtout pas toucher et prononcer le mot vaccin. Non mais c'est ahurissant. Moi, tout ça est révélé dans ce film qui est censuré sur la terre entière. Or, actuellement, il est diffusé sur la terre entière. Il faut que les gens visionnent ce film. Serge Rader, pharmacien, anti-vaccin virulent, pro-fausse médecine, déjà épinglé de nombreuses fois pour ses divers mensonges. La source est ici. Allez vous documenter si vous voulez. Cette proposition s'inscrit dans le contexte général de la gestion de la peur, de la gestion des pandémies qui sont en réalité des plandémies au service du gouvernement mondial des globalistes. On a quand même affaire à des personnalités qui sont extrêmement génocidaires. Cette deuxième vague... Valérie Bugot, avocate fiscaliste, candidate UPR en 2014, conseillère et consultante pour l'organisation ultra-catholique Civitas. À ce titre, elle reconnaît, je cite, la nécessité de restaurer une France catholique. Conférencière pour égalité et réconciliation, promotrice de la théorie QAnon, bref, on est dans ce qui se fait de pire en termes de conspirationnisme. It's a great pleasure for me to be on CGTN, my first time. I should say that I'm not an expert in epidemiology. Michael Levitt, biophysicien, chimiste, prix Nobel de chimie, est un vrai scientifique. Seulement voilà, il a prédit, sans qu'on lui demande, que en février 2020, l'épidémie était terminée. C'était avant le confinement en France. Et puis après, il a affirmé que l'épidémie de Covid aux États-Unis était terminée le 22 août. Et toujours pas. Donc c'est quelqu'un qui prend position, qui affirme des choses sur cette épidémie, sans visiblement que ça ait de connexion importante avec la réalité. On peut se poser les questions. Qui fait
de l'argent à obliger les gens à faire des tests. Si vous êtes positif, vous êtes un cas, comme si vous étiez un cas malade, pestiféré, etc. Et c'est vraiment la propagande de la pathologie. On ne vaccinera jamais pour celui-là, c'est comme le papillomavirus, bien la grippe. Astrid Stuckelberger, médecin et chercheuse, elle fréquente la complosphère d'Internet comme Emma Cruzy. On a ici cette vidéo. Elle a annoncé dans le passé, et c'est bien dommage, qu'il n'y aurait pas de deuxième vague et qu'il faut sortir respirer sans masque. Elle est spécialiste du vieillissement. C'est une vraie spécialiste. Mais ses apparitions dans le film n'évoquent jamais la question de l'âge des malades. Alors on se demande ce que sa parole à elle est censée apporter à un film qui dure déjà de 2h43, quoi. Peut-être qu'on aurait pu s'en passer, je sais pas. Demandons-nous, posons-nous des questions. Michel Rosenzweig, philosophe, mais surtout psychanalyste, écrit dans le magazine Nexus, qui est, je cite, un magazine de désinformation et d'apologie sectaire, source, qui flirte avec le négationnisme et patauge dans l'absolution et le complotisme ressource. Notons que d'autres intervenants du film ont écrit dans la revue Nexus, c'est le cas de Ariane Biléran, de Mohamed Kodbi ou de Nathalie Derivo. Tout ce petit monde, donc, évolue dans les mêmes sphères, les mêmes endroits, où la crédibilité, la fiabilité n'est pas forcément un maître mot. L'énergie sexuelle, l'énergie vitale, cette énergie-là, qui est propre à chacun, en médecine ayurvédique, on considère qu'elle est stockée dans le chakra sacré. Comme déjà, on n'a pas une énergie propre, et en plus, on n'a fait pas les nettoyages qu'il faut, et on a un terrain de constipation, on essaye de créer la vie dans une poubelle. Miguel Barthéléry, docteur en biologie. Ah, un vrai scientifique, oui, sauf qu'il est surtout co-auteur d'un ouvrage vantant les mérites de l'alimentation crue et détox, la cure zen détox aromatique. Il vend les extracteurs de jus du gourou Thierry Casasnovas, suivi par la Mivilude. Il fait des conférences avec la naturopathe hygiéniste Irène Grosjean, laquelle affirme notamment que les virus sont bénéfiques. On l'a évoqué également dans une vidéo précédente. Et sa dame est surveillée par les associations anti-sectes. Voilà le milieu où évolue ce monsieur. Sans la 5G, il n'y a pas d'Internet des objets, ce qu'on appelle Internet of Things. Internet of Things, c'est le maillon essentiel des UN Sustainable Development Goals 2030, qui sont la base du Great Reset. C'est aussi simple que ça. Olivier Villemain, que le film présente comme un expert en fraude scientifique, ce que n'atteste aucune des recherches que nous avons faites, il est en revanche bien expert en métrologie affilié à l'ITU. Mais c'est aussi quelqu'un qui prétend, depuis 2004, souffrir d'un empoisonnement aux ondes électromagnétiques, c'est un électrosensible, et il se bat contre la 5G. Dans cette guerre de classe, comme les nazis allemands l'ont fait pendant la deuxième, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains, dont les riches n'ont plus besoin. Monique Pinson-Charlot, sociologue et militante d'extrême gauche, elle a pris ses distances avec le film, elle estime que ses propos ont été détournés, et pourtant, même si elle se désolidarise du film, sa présence ne doit rien au hasard. Ses propos épousant régulièrement les contours du conspirationnisme, je cite, ouvrez les guillemets. L'objectif conscient et déterminé des capitalistes dont le grand chef est à l'Élysée en ce qui concerne la France, de cette classe, de cette caste, de cette mafia, de ces criminels en col blanc, on ne peut pas les appeler autrement, c'est bien d'exterminer la moitié la plus pauvre de l'humanité, avec l'arme terrible qu'est le dérèglement climatique. C'est un holocauste climatique. Source. Vous remerciez de la confiance que vous nous avez témoignée d'abord, en demandant l'abrogation du décret ministériel qui réserve l'hydroxychloroquine uniquement aux patients atteints de Covid, hospitalisés et dans des formes très sévères. Nous avons confiance dans les décisions qui seront prises. Philippe Douste-Blazy, ex-ministre de la Santé, pro-Raoult, pro-chloroquine, co-signataire d'une pétition avec Christian Péronne, il dit maintenant que, en quelque sorte à l'insu de son plein gré, il ne savait pas à qui il parlait dans cette affaire, dans ce documentaire. Il a pris ses distances. Une fois dressée cette liste, on peut comparer deux hypothèses. La première, c'est que le film dit vrai.
Il nous dévoile les données scientifiques authentiques. Il libère la parole de véritables experts qui savent mieux que les autres. Il est bien informé, il est solide et à cette fin, évidemment, il met à l'image les meilleurs, les plus illustres, les plus crédibles, ceux qui savent sourcer chaque affirmation. La seconde hypothèse, c'est qu'il s'agit d'un tissu de conneries habilement agencé pour cacher la misère. Et notamment le fait que quasiment tous ceux qui s'expriment ici sont magistralement biaisés pour rejeter les données de la science. Une science qui contredit une ou plusieurs des croyances personnelles pour lesquelles ils militent publiquement. Deux hypothèses en présence. Enfin, intéressons-nous aux méthodes des créateurs du film, les gens qui sont derrière la caméra. Pierre Barnarias, le réalisateur et celui qui fait la voix off, est anti-vaccin. Il est très croyant, il n'hésite pas à partager sur internet des propos liés à l'anthroposophie, qui est une mouvance ésotérique dont la puissance est comparable à la scientologie, source. Proche également de la Manif pour tous, il affirme à tort en 2013 qu'on a truqué des images de manifestations pour minimiser l'importance du mouvement. Pierre Barnarias a aussi réalisé Thanatos, l'ultime passage, en 2019, où se succèdent les témoignages de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente et les tenants de théories bizarres qu'ils estiment prouvées sur les voyages astraux. On y apprend notamment, en sous-texte, que les athées iront en enfer. Pierre Barnarias a des antécédents conspirationnistes avec le film M et le troisième secret, voici ici la bande-annonce, sorti en 2014. Dans ce film, littéralement apocalyptique, dédié à la Vierge Marie, il dénonce un complot mondial, c'est un peu son truc, ourdi cette fois par le Parti communiste et par les francs-maçons. Et il prédit une catastrophe comme jamais on en a vu. Quelle est sa source ? Tenez-vous bien, rien de moins que les apparitions de la Vierge Marie, qu'il tient pour authentiques. Je cite, « Je tends mon micro à Marie, ce sont bien ses propos, pas les miens. » Fin de citation. Pour un peu, c'est la Vierge Marie qui réalisait le film. Dans la foulée de ce film, Pierre Barnarias est le créateur de Tana TV sur YouTube, média spécialisé dans les expériences de mort imminente. Proche de Jean-Jacques Charbonnier, il défend l'idée que les EMI prouvent l'existence d'une vie après la mort. Et s'il est libre de croire absolument ce qu'il veut, c'est très très bien, j'en suis très heureux, promouvoir l'idée que des preuves existeraient dépasse le simple cadre de la croyance pour entrer dans le prosélytisme, et en l'occurrence même carrément dans le mensonge, parce que des preuves, il n'y en a pas. Et j'ai même réussi à obtenir cet aveu lors d'un débat de la part de Jean-Jacques Charbonnier, qui souvent apparaît comme là, sur cette chaîne. Alors les preuves, effectivement, les preuves scientifiques telles que l'on conçoit la science actuellement n'existent pas. Ce bref historique nous apprend que Pierre Barnarias est un homme qui croit sans preuve, et volontiers malgré les preuves, et qui fait la promotion de ses croyances à travers ses films. Au minimum, cela interroge sur sa manière de construire ses avis sur le monde réel, et de faire ses films. Un financement douteux. L'argument de l'argent est récurrent dans le film Hold Up, comme dans la complosphère en général. On cherche où sont les bénéfices des uns et des autres. Ce n'est pas toujours un bon argument, car il arrive que les gens fassent des choses juste parce qu'il leur semble que c'est bien de le faire. On appelle ça le bénévolat. Il y a plein de gens qui font ça partout dans le monde, ça n'a rien d'étonnant. Mais parfois, s'intéresser à l'argent permet de se poser des questions, alors c'est ce qu'on va faire. Le journaliste Pierre Barnarias, quand il a voulu faire ce film, entendait le financer avec la générosité du public en demandant 20 000 € sur Ulule. La somme est honnête, 20 000 € c'est très bien, par rapport à la qualité semi-pro des interviews produites, ça correspond à une dépense de cet ordre. Nous-mêmes, on avait financé en 2016 un documentaire Les lois de l'attraction mentale avec le même montant. L'opération de demande de fonds est un franc succès puisqu'il récolte 182 970 € pour un objectif de 20 000 €, soit 914%. Bravo, super. On pourrait dire que ça suffit à financer plein de projets, plein de films, mais ensuite, les créateurs demandent encore de l'argent. Ceux qui veulent voir les vidéos en streaming doivent débourser 4,99 € et pour avoir le fichier, c'est 9,99 €. Le réalisateur mentionne
25 000 visionnages payants sur Vimeo avant la suspension de la vidéo sur la plateforme, et selon le producteur, Christophe Cosset, interrogé par France Info, le visionnage sur la plateforme Vimeo a rapporté environ 170 000 €. On pourrait se dire que c'est très bien, mais il ne s'arrête pas là, les créateurs ouvrent une page Tipeee pour continuer de récolter des dons, notamment pour financer une version anglaise pourtant prévue dans la campagne Ulule. Et au moment où j'écris ce script, où je tourne cette vidéo, il récolte 153 000 € par mois. Donc, moi je ne suis pas enquêteur, je ne sais pas accéder aux sources de financement de ces gens. Mais en quelques clics, de manière extrêmement aisée, j'ai pu me rendre compte qu'ils ont engrangé plus de 500 000 € sur un projet initialement chiffré à 20 000 €. Cela correspond à ce que je peux appeler un financement douteux. Et c'est tout. Je ne peux pas rien vous dire de plus. Moi, je me contente de dénoncer les faits. Ces sommes d'argent ne prouvent rien, mais certains pourraient y voir un but lucratif. Et à tout le moins, il ne faudrait pas gober trop vite la carte du désintéressement total des créateurs qui sont là pour rendre service. Personnellement, je n'ai jamais vu des sommes pareilles, 500 000 €, dans le monde de la vulgarisation des sciences, sur YouTube ou ailleurs, et encore moins dans le monde de la zététique, de la critique rationaliste des pseudosciences. De telles levées de fonds, en revanche, sont monnaie courante du côté des productions conspirationnistes. On l'a vu chez nous du côté des certaines histoires de pyramides. Fait amusant, l'affiche du film a évolué. Dans les yeux des personnages lobotomisés, ici on voit apparaître les logos des chaînes des médias merdiques, CNews, BFM TV. Or, après le passage de Pierre Bernarias sur le plateau de Pascal Praud, sur CNews, Pascal Praud, l'un des pires, de ceux qui a le plus mal informé les Français durant la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? Paf, CNews a disparu, et on a à la place le logo de LCI, le concurrent de CNews. Comme s'il y avait eu... je ne sais pas ce qu'il y a eu... Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, je ne sais pas quel contrat ils ont pu passer l'un avec l'autre. Après tout, je n'ai pas d'informations, je ne fais qu'énoncer des faits. Tentons une conclusion. Avant de vous laisser vous faire votre opinion, qui peut être différente de la mienne, je voudrais vous rappeler que nous sommes tous manipulables. Nous ne sommes pas tous manipulés à longueur de journée tout le temps, mais nous sommes humains et donc nous répondons à des situations d'une manière prévisible, ce qui permet à certains de concevoir des pièges. Et vous le savez très bien que les escrocs prospèrent, que des gourous exploitent des tas de gens, que les complots existent. Et cela confirme ce que je vous dis, même des gens intelligents peuvent se faire avoir. Et la chose la plus importante là-dedans, c'est qu'on est généralement assez mal manipulé par ceux qu'on déteste et dont on se méfie. Par contre, c'est beaucoup plus facile de se faire avoir par ceux à qui on accorde sa confiance. Vous ne serez jamais trahi que par ceux à qui vous vous fiez. Conséquence, il faut vérifier les informations, toujours, autant que possible, mais en redoublant d'efforts quand l'information nous plaît, qu'on a envie d'y croire, parce que c'est là que le piège se referme sur nous le plus efficacement. Vous constaterez qu'il m'aura fallu pas mal de temps pour vous expliquer tout ça, pour examiner les choses qui nous invitent au doute et à la prudence, mais comme vous l'avez constaté aussi, je n'ai rien débunké, je n'ai rien démontré, et je vais me remettre à vous. Je vais vous faire confiance pour ne pas croire n'importe quoi. Alors c'est risqué bien sûr, parce que vous savez bien que certaines personnes, certains extrémistes, s'attachent même aux théories les plus débiles. Mais l'alternative, c'est quoi? Ça consiste à produire des heures de vidéos où l'on vous apporte une démonstration tout en sachant que les extrémistes dont je parlais ne les regarderont pas. Le débunkage n'est pas la panacée. Ce qui est le plus important, c'est que chacun ait l'envie de faire sa part de vérification. Et vous pouvez aider la société en transmettant cette envie autour de vous, et ça passe par le questionnement. Je propose qu'à vos proches, qui sont convaincus par le film, vous demandiez gentiment quel est l'argument que tu trouves le plus fort. Si tu y crois, c'est pas pour rien. Eh bien, raison. Et cherchez avec cette personne sur quoi repose cet argument. Si les faits collent bel et bien, s'il n'y a pas des interprétations alternatives au moins aussi probables. Évaluez bien quelles conclusions on peut ou on ne peut pas tirer de l'argument pour éviter de croire qu'une chose est prouvée quand elle ne l'est pas. Montrez-lui que vous lui faites confiance pour examiner les faits avec vous, que vous ne le prenez pas pour un débile et que vous désirez, autant que lui, croire des choses vraies et ne pas croire des choses fausses.
Dans cet exercice, vous pourrez utiliser le travail superbe, vital, important de ceux qui sont allés vérifier tout ce que le film raconte. Je remercie d'ailleurs la Fédération Covid-19, un petit groupe de citoyens très inquiets par la désinformation rampante qui nous envahit depuis le début de la pandémie et qui a décidé de trier le vrai du faux dans le déluge. Ils m'ont aidé à rassembler des informations et des liens que vous trouverez dans la version blog de cette vidéo disponible sur le blog La Menace Terroriste. J'espère que cette vidéo vous semblera utile, que vous aurez envie de la partager, de soutenir notre travail sur la tronche en biais et surtout que vous êtes plus que jamais motivé pour faire attention aux idées que vous acceptez de mettre dans votre tête. On peut y arriver. Bisous. Qu'on réfute mes certitudes, qu'on questionne mes habitudes, j'accepte